Alors, bonsoir, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 16 mars 2025. Aujourd'hui, un Web Journal, encore une fois, qui tente à régler certaines des, comment on pourrait dire, des critiques qu'on fait souvent. Je sais que on peut faire des web journaux sur l'actualité sans fin, puis décoder certaines petites phrases de Donald Trump, etc. Mais au fur et à mesure qu'on avance, il y a des gens qui écoutent d'autres choses à gauche et à droite et puis finalement qui perdent de l'entrain, on en laisse derrière et souvent ça n'a pas lieu d'être. Donald Trump est combattu par l'establishment mondialiste depuis 8 ans et ils mettent toute la gomme pour trouver une façon d'arrêter cet homme. Et ça n'a pas fonctionné avec les médias. Dans son premier mandat, ils savent qu'ils ont perdu avec Internet. Ça n'a pas fonctionné avec les médias. Et donc, la meilleure façon maintenant de lui faire perdre des appuis, c'est de lui faire perdre son soutien de l'intérieur en démoralisant les troupes, en répandant des fausses informations, des informations tape à l'œil, etc. C'est ce qu'on voit avec l'arrivée ce qu'on appelle les black pills, etc. Ceux qui ont pris la pilule noire, qui ne voient rien de bon, qu'il n'y a pas d'espoir, que tout le monde, c'est de l'opposition contrôlée, que Trump joue un jeu finalement, que quand il nous demandait de résister à la COVID, c'était en fait finalement pour nous faire rentrer dans un truc d'intelligence artificielle dans 50 ans peut-être. Tout le monde va être mort quand il y a une intelligence artificielle qui sera comme possiblement s'il n'y a pas eu par exemple, de sommet international avant pour gérer ça. Là. Mais tu sais, c'est une peur très, très, très lointaine, alors qu'il nous a sorti il nous a dit, enlever son masque, il a dit, battez-vous, fight, 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 etc. Tu sais, c'est ça, tout ça n'aurait été pour les pilules noires qu'un jeu pour nous faire rentrer ultimement dans quelque chose. On est en train de se faire avoir et tout, et ça se répand. Et c'est surtout basé sur des impressions, certaines des nouvelles des nouvelles tapent à l'œil, des titres, et quand on va plus loin dans l'article, c'est pas exactement ce qu'on pense. Et c'est une stratégie, c'est quand même bien fait, là, mais il faut comprendre ça, il faut le voir dans une stratégie de guerre de 5e génération, de guerre psychologique, etc. Et ça fonctionne. Je dis pas que toutes les pilules noires sont des personnes qui sont sur le chèque de paye des opérations psychologiques, c'est pas ça, ça se répand. Mais il y a une façon de faire se répandre certaines idées. J'ai déjà expliqué ça avec meme warfare, comment faire des memes et comment faire en sorte qu'il y ait de l'intox dans la tête des gens. Trump l'utilise, l'autre camp l'utilise. Et étant donné que Trump a été une carapace face aux médias, aux attaques venant de l'extérieur, la meilleure façon de le déstabiliser, c'est de l'intérieur en créant du doute et faire perdre de l'engouement face à Donald Trump. Et donc, mon travail ici, c'est pas nécessairement de stimuler l'engouement face à Donald Trump, mais de vous montrer un peu les processus psychologiques derrière tout ça et de parler de la dialectique du sauveur, finalement, le sauveur, parce qu'on entend souvent ça, là, il n'y a pas de sauveur, nous devons nous sauver nous-mêmes, etc. Puis là, tu regardes généralement, les gens qui disent ça, qu'est-ce qu'on peut faire exactement là, à part payer notre épicerie, nos tickets de stationnement, et puis agir un peu où il y a le consentement, ne pas donner notre consentement, etc., donner de l'information et tout, mais on ne peut pas battre la CIA, on ne peut pas faire s'effondrer les médias, on ne peut pas démanteler l'USAID, on ne peut pas créer des conditions de la paix partout dans le monde, etc. Et donc, il y a une limite à ce que la population peut faire et ça prend dans certaines situations, quand la situation est critique, un homme providentiel qui vient faire ce que personne n'a été capable de faire auparavant. Et je vais proposer dans ce web journal-ci que Trump a fait exactement ça, c'est-à-dire qu'il est arrivé comme homme providentiel à un moment où pratiquement tout était perdu. Si Larry rentrait en 2016, il n'y avait plus aucune opposition. On aurait tous... pensez-y, je suis nerveux, là, encore une fois, inutilement. Pensez-y s'il n'y avait même pas de résistance face aux médias en 2015, quand Trump est arrivé. Il n'y avait même pas on était complètement sous contrôle médiatique, sauf peut-être 1-2 % là, de théoriciens de la conspiration. On va en parler aussi des étiquettes, là.
Et là, on est au contraire, tu sais, le monde est en train de basculer, les gens sont informés, le Forum économique mondial n'opère plus dans l'ombre, au contraire, tout est surveillé, il y a une population avec le couteau d'un dent militarisée, tu sais, comme qui surveille ce que le gouvernement fait, qui fait finalement le travail des médias. Mais on n'est plus du tout dans le même monde. Et donc, on va voir ça justement, la dialectique du sauveur. Les gens se méprennent souvent sur ce qu'est un sauveur, comme je l'ai dit. Donc, c'est quelqu'un qui arrive à faire ce que les autres ne sont pas capables de faire. Mais un sauveur n'arrive jamais seul. Je sais que les gens n'aiment pas le terme sauveur. Puis là, c'est un terme qu'on applique en politique. Il y a un sauveur au niveau religieux. Ça, c'est les prophètes de chacun des religions. Ce sont des sauveurs qui vont dans la rédemption et l'eschatologie, etc. Mais au niveau politique, un sauveur n'arrive jamais seul. C'est-à-dire que c'est toujours alors que la situation, il y a un peuple déprimé, une situation économique catastrophique où est-ce que tout va mal et il n'y a aucun espoir que un homme providentiel arrive et change complètement la situation, change complètement la donne. Alors, on va aller juste rapidement comme ça voir, parce que je veux terminer ça, je le vois beaucoup dans les commentaires, là, un sauveur, selon le dictionnaire ici de l'Académie française, celui et celle qui tire quelqu'un d'un grand péril ou qui préserve quelque chose de la destruction. Et là, ici, c'était non seulement les États-Unis qui étaient sur le point de la destruction, nous étions sur le bord du précipice, mais c'est le monde entier qui était sur le point de la destruction. Si les mondialistes avaient fait rentrer Hillary en 2016, c'était terminé, ils avaient placé tous leurs pions et il n'y aurait eu aucune résistance et ça aurait été facile de nous faire rentrer dans quoi que ce soit. Et même après être rentré à la Maison-Blanche, rappelez-vous qu'est-ce qu'il a pris dans la gueule. Ils ont tenté de le déstabiliser par tous les moyens, les médias, les agences de renseignement. Et ça s'est fait de façon très, très, très sournoise. Et c'est seulement quelques comptes d'informations libres sur Internet qui ont parlé de ces choses-là. La masse est complètement ignorante de toute cette histoire de collusion avec la Russie et tout. Et donc, ils ont tenté réellement de le déstabiliser par tous les moyens. Je vais essayer de faire sauver la partie qui est comme... Et donc ici, sauveur, l'internaute, vous voyez, sauveur... un sauveur, c'est un homme ou une femme, on pourrait penser à Jeanne d'Arc par exemple, dont les actions ou le comportement permettent de résoudre une difficulté ou une situation compliquée et qui apparaît aux yeux d'autres personnes comme l'élément déclencheur de la résolution d'un problème. Et donc, il faut savoir, quand on est un sauveur, par exemple, comme soit par exemple Léonidas, Jeanne d'Arc, etc. Il faut savoir mobiliser, il faut redonner espoir aux soldats, au peuple, à une nation entière. C'est le fait d'être capable de changer complètement la situation sociale aussi. Sociale, c'est pas juste militaire, hein? C'est-à-dire que, vous voyez, Léonidas, avec ses 300, ils se sont sacrifiés, ils n'ont pas réellement changé la situation militaire. Ils se sont fait écraser finalement par Xerxès. Xerxès, oui, a perdu beaucoup d'hommes, mais il y a, encore une fois, c'était pas une hécatombe. Il y avait encore assez de force pour tout ramasser, toute la Grèce. Tu sais, je veux dire. Et donc, mais qu'est-ce que Léonidas a fait, c'est qu'il a changé, il a insufflé au reste de la Grèce cette espèce de wow, cette espèce de fierté nationale. Ils se sont sacrifiés, ils ont été capables de faire ça, c'est un acte héroïque. Et donc, c'est jamais l'action individuelle du sauveur lui-même, mais c'est l'impact qu'il a sur la population. Et regardez ce que Trump a fait en termes de basculement de toute la situation mondiale, tant aux États-Unis qui ont retrouvé leur fierté, qui veulent redéfendre leurs frontières, se réindustrialiser, avoir une armée forte, repartir leur économie, etc., qui ne se laissent plus avoir dans les ententes avec les autres pays dans le monde, etc., mais ailleurs dans le monde, dans la libération du discours, on est capable maintenant, tu sais, Trump commence à critiquer quelque chose, les gens, ça part souvent des États-Unis
la critique du Forum économique mondial, du transgenrisme avec les attaques avec Disney et tout ça, le Bud Light et tout. Ça part des États-Unis, puis après ça, finalement, ça fait cascade ailleurs dans le monde. C'est ce que j'ai appelé dans l'effet domino, là. Et là, les gens, on voit qu'il y a de l'indignation, puis les gens se retrouvent une liberté de parole. Et il y a des gens comme Ilanos qui redonnent la liberté de parole de sorte il y a cette espèce d'effet boule de neige. Et on pointe du doigt les nations européennes qui censurent les élections, comme en Roumanie, totalement. Ils empêchent le candidat favori de se présenter à la présidentielle. C'est un coup d'État, ça, essentiellement. Tous ces leaders qui censurent leur population, qui les éborgnent, etc., on les pointe du doigt. Et donc, il y a cette espèce de... à partir du moment où est-ce qu'aux États-Unis, ils ont brisé la glace, eh bien, il y a cette espèce de vent où est-ce qu'on sent qu'on peut parler. Alors qu'avant, là, s'il n'y avait pas eu Trump du tout, là, ça aurait été... Ils ont créé aussi de la profondeur dans le champ informationnel en créant des backups comme Getter, Rumble, etc., pour pouvoir, alors qu'on se faisait censurer sur Facebook, Twitter, etc., prendre du recul, avoir de la profondeur, ne pas perdre, ne pas se faire briser nos rangs. On a été capable de reculer en arrière pour mieux revenir et réacheter Twitter puis continuer le combat informationnel. Et donc, et puis acquérir notre liberté de parole, notre possibilité de critiquer les gouvernements. Et là, maintenant, il y a les médias qui se rendent compte qu'ils ont perdu le haut du pavé moral. Stéphane Bureau, j'ai retweeté encore une fois, tout le monde le constate, là, ils sont en perte de vitesse. Les gens disent qu'ils ont menti, on ne fait plus confiance, les politiciens nous trahissent, comme encore la Valérie Plante qui prend décision après décision contre l'intérêt de la population, contre la volonté de la population. Ils ne font que servir leur maître du Forum économique mondial, de l'ONU, du groupe de villes C40, etc. Ils sont complètement déconnectés, il y a un déficit démocratique et ça, cette impulsion-là, ça, c'est la génétique de Trump. Ça vient, la genèse de tout ça, là, de ce combat politique-là, c'est Trump. Et c'est ça un sauveur. C'est ça un sauveur. Quelqu'un qui change complètement du tout au tout une situation qui était complètement désespérée. Et là, vous l'avez ici, par exemple, dans le triangle de Karpman que j'ai découvert avec Lucien Cerise. Triangle de Karpman, donc victime-sauveur. Trump joue des fois la victime, ça fonctionne super bien, là. Et il joue, il arrive aussi comme celui qui a les solutions, qui fait ce que personne n'est capable de faire. Tu sais, comme des cessez-le-feu, tu sais, comme par exemple Israël-Palestine, cessez-le-feu en Ukraine, on sait qu'il va renégocier la paix. Tu sais, il fait des choses qu'on aurait pensé impossibles. Les gens me disaient, ben non, Alexis, et puis finalement, il est arrivé, clac, il impose le cessez-le-feu. Et voilà ici, donc, sauveur. Alors, victime, ça, c'est la situation. La victime est souvent dans une situation de déprime psychologique. Après des années, voire des décennies d'abus médiatiques, de mensonges, de matraquage, ça sert à rien d'aller voter, ça sert, ils sont tous pourris, on se fait voler nos élections, on se fait injecter du stock, on se fait, c'est comme... La population est complètement démoralisée. Donc, ici, dans Victime, le triangle de Karpman, on dit, tu sais, se sent incapable, appelle les coups. Tu sais, ils vont nous faire ça. Là, regarde bien ça. On va se faire avoir encore une fois. Tu les anticipes, les coups. Tu es dans ton coin, tu es presque comme un... En forme, position fétale, là, tu te sens impuissant, se voit mauvais finalement, comme quand on dit se voit mauvais ici, c'est comme les Français sont tous des imbéciles ou les Québécois sont tous des cons, regarde, on a revoté Legault, etc. Alors que c'est pas ça. J'ai jamais eu cette attitude-là à Radio-Québec. On a toujours dit, on se fait avoir par l'information, on se fait avoir par des élections volées, etc., etc. C'est pas la population. Oui, il y a des épais comme dans toutes les populations, il y a des gros beaufs, comme vous dites en France, mais il n'y a pas de... Beaucoup de nos mots viennent du fait on est manipulé par les médias, ils viennent de notre bon côté, là. Finalement, c'est comme une analyse rousseauiste, là. Les gens ont un bon côté, puis ne croient pas qu'on peut leur mentir comme ça. C'est aussi toute la théorie là, du big lie, le gros mensonge là, de Goebbels, qui l'a repris de... Comment il s'appelle? Bernays. Où est-ce que plus c'est gros, plus ça passe, parce que plus c'est gros, plus les gens disent... ils n'oseraient pas mentir autant que ça. Et donc, les gens sont bons. Mais finalement, on en vient, à force de prendre des coups, on en vient à se voir mauvais. Et puis là, c'est l'effet boule de neige à l'inverse. Le tissu social se déchire, on s'effondre psychologiquement, et puis tout le monde commence à embarquer sur les médicaments et tout. Et puis là, il y a le sauveur qui aide les autres, qui ne peut s'empêcher, etc. Donc, on est un peu là-dedans.
Maintenant, il y a ouais, Sauveur. Allons-y, continuons avec Sauveur. On ira avec la contre-attaque par la suite. On pourrait penser, par exemple, au roi David. Je vais donner quelques exemples historiques comme ça pour alors qu'il se battait contre les Philistins dans la vallée de l'Éla. Mais puis j'ai encore ce truc-là dans le fond de la gorge. Finalement, c'est ça, ça fait plusieurs jours que Goliath, lui, il fait comme presque 3 mètres de haut, puis il nargue les Israéliens. Les Israélites pensent qu'ils ne pourront jamais gagner contre une force comme celle-là. Et ils sont démoralisés, et plusieurs des soldats israélites commencent à déposer leurs armes et quitter le champ de bataille. Ils commencent à avoir une désaffectation comme ça. Et puis là, il y a le petit pout qui sort, puis il dit « Moi, je vais le faire ». Et puis qui change complètement la situation, puis qui finalement devient roi. On pourrait penser genre donc, à Léonidas. Donc, alors qu'il y a de la désorganisation, de la confusion, du défaitisme et du pessimisme, tac, il y a un personnage providentiel qui arrive et qui change complètement la situation. Même chose avec Léonidas, même chose avec Jeanne d'Arc. Tout semblait perdu. Et puis là, tout d'un coup, elle arrive au siège d'Orléans et puis elle insuffle. Elle fait pas ça tout seul, ils font jamais ça tout seul. Elle insuffle aux guerriers comme sa ferveur et sa foi. Et là, il y a comme cette espèce de... les frissons, puis là, c'est comme on y va et on coupe des têtes et finalement, on se débarrasse des Anglais. Et plusieurs batailles décisives comme ça. Qu'est-ce qui est le propre de Jeanne d'Arc? C'est pas qu'elle est bonne à manier l'épée, là, c'est pas nécessairement ça. C'est la perception de sa pureté, de sa ferveur et qu'elle est guidée divinement, etc. Ouais. Donc, même chose avec William Wallace dans le film Braveheart. Vous regardez les Écossais, les clans écossais à l'époque, alors que les Anglais étaient super forts réunis, les clans écossais sont tous désorganisés, se chicanent entre eux, il y a comme des attaques et même des assassinats. Et là, lui, il arrive, puis il organise les clans, il leur insuffle une ferveur et une volonté de se battre contre les Anglais. Et puis là, on le voit dans le film, là, les discours devant les troupes qui les mobilisent, finalement, qui fait en sorte qu'ils sont capables de... Ils remobilisent une population complète. Et on pourrait parler aussi de Donald Trump, qui arrive à un moment où les États-Unis sont littéralement dans dans les égouts, sont en train de devenir une... Tout le monde prédisait la fin des États-Unis, etc. Et à quoi ressemblait la situation pré-Trump à celle-là ici? Infiltration, tout ça ici, je vais les passer rapidement parce qu'on les a vus dans les web-journaux, mais de façon substantielle. Et donc, infiltration massive de tout l'appareil gouvernemental US à différents niveaux, par les sociétés secrètes, par, l'État profond, etc., des groupes d'intérêt. C'est le discours de JFK à la Galerie de la Presse, là. « For we are opposed to secret oaths, secret societies, etc. » Le contrôle de l'esprit par les médias. Avant l'arrivée de Trump, il n'y avait aucune volonté de combattre et de remettre en cause la vérité médiatique. Zéro, aucune. Une pandémie ou quelle que soit, quelques crises perçues ou réelles auraient été... Je vais faire ça durant tout le web. Je m'en excuse. Quelques crises perçues ou réelles auraient été un jeu d'enfant pour les mondialistes avec le contrôle des médias, c'est-à-dire une crise. Ils auraient pu utiliser n'importe quelle crise pour arriver à leur fin, alors qu'ils avaient les médias de leur côté et que personne n'avait challengé les médias. Trump est arrivé et a dit aux médias, vous êtes les ennemis du peuple, enemy of the people. Il a commencé à créer des réseaux, sachant qu'avec la crise, la crise de la COVID qui allait être utilisée pour le sortir, sachant qu'avec la crise, ils allaient comme censurer les comptes parce que la crise, c'était la justification pour fermer Facebook, Twitter, etc., toutes les grandes gueules avec le framework des armes, de l'OTAN et tout ça. Ils ont créé une architecture informationnelle de backup avec Rumble, Getter, etc., etc., etc. Et donc, contrôle des médias par l'esprit, agenda mondialiste sans opposition, l'agenda vert avec des restrictions, on s'en va vers l'électrique et tout, genre diminution du niveau d'énergie, le truc LGBTQ sans fin, et tout l'agenda mondialiste sans opposition. Toutes les positions du Forum économique mondial, il n'y avait aucune... réplique à ces positions-là. La souveraineté américaine inexistante, le Congrès américain contrôlé par Israël, contrôlé par la Chine, contrôlé aussi, payé certains des grands géants de la technologie, ou les familles comme la famille Bush, payées par l'Arabie saoudite, etc.
les données secrètes américaines vendues aux plus offrants par la Fondation Clinton, souveraineté américaine inexistante. On a tout expliqué ça, encore une fois, dans des webjournaux comme Trump 101 l'été dernier. Trump 101, Trump 102, on vous les conseille. Les frontières ouvertes, imagine, tu ne peux pas être un pays avec des frontières ouvertes et des dizaines de millions d'immigrants qui rentrent à la frontière comme ça, c'était la fin des États-Unis. Aucune cellule ne peut vivre sans une protection, je pense qu'on dit un ectoplasme ou en tout cas une membrane. Une économie en ruine. Les mondialistes avaient signé des ententes qui faisaient en sorte que les compagnies américaines délocalisaient vers la Chine et le Mexique et ailleurs, partout dans le monde, en Inde. Et ce qui était la ceinture industrielle des États-Unis autour des Grands Lacs est devenu la Rust Belt. Toutes les usines ont commencé à rouiller, le chômage a commencé à monter, etc. Et c'est ces gens-là qui ont voté Donald Trump en 2016, surtout les cols bleus, comme on dit, à travers la stratégie de Steve Bannon d'aller chercher ces gens-là votaient démocrates. Les démocrates les ont eus, ont voté pour les frontières ouvertes et tout ça. Et Trump a réinsufflé du nationalisme économique, pas juste du nationalisme fierté, du nationalisme politique, mais du nationalisme économique, alors qu'il allait à l'encontre complètement des positions mondialistes, l'OMC, tout ça. Et on l'a vu encore récemment, là, il se fiche complètement de tous les traités mondialistes, chacun d'entre eux. Il fait juste ce qui est bon pour les États-Unis. Et il déconstruit 50 ans de merde mondialiste, de traités et de... Par exemple, nous, au Québec, avec le chemin Roxham, on était obligés de prendre les réfugiés. Il y avait le poste frontalier entre les États-Unis et le Québec de la colle. Et si les réfugiés arrivaient par ce poste frontalier-là, ils étaient obligés d'être retournés aux États-Unis parce que c'était un pays sûr, etc. Mais s'ils passaient 10 mètres à côté, là, c'était pas le poste de frontière et là, on devait respecter nos obligations internationales. C'est une espèce de petite entourloupe facilement démontable en cours. Personne n'y est allé en cours. Personne ne s'est battu. On a laissé l'entourloupe. On a, aucune volonté de se battre, etc. Alors que Trump, lui, est arrivé. Ça aurait été facile de détruire les États-Unis. On avait juste à continuer sur cette traque-là. Mais Trump renverse chacun de ces points-là. Crime, drogue, décadence. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il cible MS-13, il dit que ce sont des animaux. Il cible le fentanyl. Tout ce qui est un facteur de décadence et de perdition pour les États-Unis est ciblé par Trump et est renversé. Il met fin à l'État profond, la CIA, le USAID, etc. Ramène les troupes à la maison, signe la paix avec... c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il était en train de faire avec Poutine au Moyen-Orient, en Asie, etc. Chacun ses zones d'influence, il se retire de l'Afghanistan et tout, et tout, et tout. L'armée était sabordée et sous-financée, surtout sous Obama. J'ai expliqué toute l'histoire de l'acier de très mauvaise qualité qui avait été vendu, qui avait été acheté, autorisé par Obama pour les tanks américains, les Abrams. Puis là, les Abrams sont allés, ils les ont donnés en Ukraine, ils se sont fait exploser très, très, très facilement. Ça, c'est de la trahison de Barack Obama. Hein? Trump est arrivé et renverse tout ça, surextension et surendettement. Les empires s'effondrent toujours comme ça parce qu'ils ont des troupes partout dans le monde. C'est le titre, c'est la thème principal du livre. Montée et déclin des grandes puissances d'un certain Kennedy, je ne me rappelle plus c'est lequel, il n'y a pas de lien avec la famille. Et donc, surextension et surendettement. Qu'est-ce que Trump fait? Il ramène les troupes, baisse le fardeau fiscal, coupe la bureaucratie afin de régler le problème de la dette. Il fait exactement tout le contraire de ce que... Il redonne la liberté financière à sa population. C'est ce qui est prévu. Ce n'est pas encore fait. Ça fait juste 1 mois et demi qu'il est là. Attendez le premier budget, etc. Quand les économies de Doge vont commencer à rentrer, ils vont envoyer des chèques directement à la population. Tu reçois 500 $. Voilà, c'est ce que le gouvernement te prenait en trop. Et a ramené donc réduit le surendettement, la surextension et l'endettement va faire en sorte que les États-Unis vont devenir essentiellement un paradis fiscal. Tout le monde va vouloir aller là. Il y a des nouvelles d'ailleurs qui commencent au Québec de telle compagnie qui s'en va aux États-Unis, telle compagnie qui s'en va aux États-Unis. Nos compagnies vont fuir vers les États-Unis. Nous, avec notre haut niveau de taxes, on va se désindustrialiser, puis ça va être la panacée aux États-Unis. Et il a surtout aussi ramené la fierté nationale qui était à son plus bas sous Barack Obama, etc. Et donc, quand tu renverses une situation, imagine, sur tous les fronts, c'est pas juste genre « Ah, il a été un bon président économique ». Non, il a tout fait, sacrément. Il a tout fait. Là, il a tout fait pour sauver son pays et ça, encore une fois, comme je le dis,
Il y a un effet de ça ailleurs dans le monde. J'ai expliqué ça dans l'effet domino. Et c'est pour ça qu'ils ont essayé de l'attaquer par tous les moyens, par les médias, et maintenant en infiltrant les gens qui traditionnellement auraient pu être pro-Trump. Et c'est un phénomène qu'on voit, qui est visible, qui est tangible, là. Là, je me demande encore une fois, je vais juste, en passant, là, il va y avoir un petit segment tout à l'heure où est-ce que je vais revenir sur mon dernier web journal. Puis on va se demander s'il ne faudrait pas changer de format. Je pense on va jeter ça dans la discussion, là. Je pense possiblement laisser les lives parce que en direct, les gens n'écoutent pas. C'est-à-dire, tu sais, tu fais ta soupe de spaghettis, il y a les enfants qui crient, et puis genre, tu n'écoutes pas vraiment ce que je dis. Puis après ça, il y a des commentaires, genre, de gens qui n'ont pas compris. Même chose avec le chat, genre, c'est comme si dans un restaurant, puis il y a comme quelqu'un qui parle, tu es en train d'avoir une discussion avec deux, trois personnes, puis la table à côté, il y a comme une autre discussion complètement. Dans le chat, c'est comme ça. Souvent, c'est comme il y a une autre discussion complètement séparée dans le chat. Puis je me suis dit, est-ce qu'ils ont entendu ce que je dis? Ou, tu sais, il y a aussi la question de l'attention. Les gens écoutent souvent 10-15 minutes des web journaux, pas plus. Et encore une fois, je suis obligé, et les gens me sont tombés dessus pas mal depuis le dernier web journal, et je me dis, je sais qu'ils n'ont pas écouté là, des segments entiers du web journal, puis je te dis, j'ai été obligé de dire à au moins une trentaine de reprises, j'ai fait des copier-coller, avez-vous écouté le web journal, ou retourne écouter le web journal, retourne écouter le web journal, etc. Et donc, il y a une possibilité de changement de format complet. On va peut-être laisser tomber les web journaux live de 1 heure et demie en direct, là, à cause de ça. On va en discuter, etc. Puis, tant qu'à être, étant donné que je suis en pause comme ça, on va remercier ceux qui ont fait des contributions au Web Journal de Radio-Québec, et on vous donne toujours la façon de nous aider. À la fin du Web Journal, et ça, c'est la seule façon qu'on puisse continuer à exister. Voilà. Donc, là, merci encore une fois à tous les contributeurs. Donc maintenant, Trump est en train de révolutionner non seulement ce qui se passe aux États-Unis, il a renversé complètement le déclin. Hein, et on s'en va vers l'âge d'or. On n'y est pas, là. On n'y est pas, là. Il n'a pas encore fait son premier budget. Là. On n'est pas... hein, il n'y a pas eu... Mais ils sont en train de travailler à élaguer, sortir les personnes pas nécessaires de l'administration, fermer le USAID, réduire les... Ils vont, évidemment, avec la paix et les ententes, avec réduire les dépenses militaires et tout ça. Et donc... tout ça va avoir un impact aussi sur, comme je le dis, sur le reste du monde, nous y compris. Et donc, juste pour les gens qui me demandent au sujet de Mark Carney, etc., c'est que en fait, on ne fera pas ça aujourd'hui. Je vais peut-être en faire un autre cette semaine sur Mark Carney. Mais c'est pas très important. C'est-à-dire que les bénéfices de Trump, même si Trump est dur avec le Canada présentement, il est perçu comme étant dur avec le Canada présentement. Les bénéfices de Trump, de l'impact de ce que Trump amène sur le système international à long terme sont tellement grands que c'est pas important. Ben, c'est important, oui. Non, excusez-moi. Je ne vais pas me moquer, parce que les gens me disent toujours que je manque de sensibilité, mais ce n'est pas nécessairement important qu'il y ait des pertes à court terme, mais les bénéfices sont tellement importants à long terme que le fait de tirer le band-aid d'un seul coup, ça fait mal là, au début comme ça, mais éventuellement, on règle des problèmes. Et quoi qu'on fasse, ça va être bénéfique pour nous. Trump va être bénéfique pour nous à moyen et à long terme. Même si à court terme, on peut avoir des problèmes il y a des gens qui vont peut-être perdre leur entreprise ou qui vont vouloir déménager aux États-Unis ou je ne sais pas, qui vont avoir des pertes de revenus. Là, le but, c'est la proposition. La proposition, c'est de subventionner, hein, c'est-à-dire de financer avec de la dette. On emprunte sur les marchés internationaux pour financer les entreprises qui vont être perdantes de ça. Et donc, c'est encore une fois d'endetter le Canada, d'endetter le Canada, d'endetter le Canada. Même chose avec tous ceux qui vont souffrir des sanctions de Trump. C'est pas de dégraisser. Hein. On n'a pas dit genre, on va baisser les taxes massivement, on va réduire le nombre de fonctionnaires, on va impliquer, on va... Non. On va s'endetter plus. Puis on va donner des subventions. Donc, même si ça fait mal à court terme, cette espèce de mentalité-là d'incompétent qui va probablement changer, c'est peut-être ça que ça prend aussi pour que ça change à moyen terme. Donc, pour revenir à nos moutons, Trump qui est en train de tout révolutionner, qui est un homme providentiel, qui a suscité énormément d'engouement, et dont les idées font boule de neige à travers le monde, ne peut pas être combattu par les médias, ça n'a servi à rien. Et il fait de plus en plus d'émules, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On lui fait
on s'attaque à Trump, on lui répond à travers une guerre de 5e génération. Et donc, on déploie des PSYOP, OK? Et pensez-y, là, le Canada qui est tout uni et qui a dit essentiellement que les États-Unis ne sont plus notre allié, et qui se braque contre les États-Unis, etc. Rappelez-vous aussi les règles qui font en sorte que l'armée maintenant peut utiliser des opérations de propagande sur le territoire canadien. Et là, vous avez des opérations de guerre psychologique. Opération psychologique, ça ici, c'est une des unités canadiennes. Vous devez être prêt à agir sur le plan psychologique, à vous assurer des appuis, à conquérir les cœurs et les esprits et à façonner les perceptions d'auditoire cible précis pour vaincre dans le cadre d'opérations expéditionnaire, mais aussi, vous avez en bas ici souligné en gros rouge, opération d'appui au pays et à l'étranger. Donc, apprenez la stratégie et les tactiques d'influence et atteignez les gens au moyen d'une vaste gamme de médias. Planifiez, préparez et communiquez les messages au plus haut niveau qui font effet, etc., etc. Donc, mais encore une fois ici, même chose ici du côté américain. Les opérations psychologiques ou PSYOP sont les opérations planifiées visant à transmettre les informations et les indicateurs ciblés à un public afin d'influencer ses émotions, motivation, son raisonnement objectif et, in fine, son comportement, le comportement des organisations, groupes et individus. Et c'est présentement ce qui est en train de se passer avec Donald Trump. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui appuyaient Donald Trump, on remarque qu'il y a comme de la désaffectation et il n'y a aucune chance que ce ne soit pas la réplique des mondialistes qui opèrent en faisant circuler des fausses rumeurs, des faux témoignages, avec des opérations de démoralisation de type pilule noire, etc. Et la quantité de personnes qui reproduisent un message, bots ou non, il n'y a pas de progrès, on ne fait pas de progrès. Imaginez les gens qui peuvent dire ça, genre rendu au mois de mars 2025, pas de progrès, rien ne change, tout est pareil, etc. Tout est pareil, rien ne change. Ils sont tous pareils, qu'on nous dit, tu sais. Et ça fonctionne, et il y a d'autres personnes qui disent « Il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de sauveur, nous devons nous sauver nous-mêmes. » Ben oui, qu'est-ce qu'on fait, Ginette, là? On achète un billet de loto. C'est quoi ta proposition pour changer les choses en profondeur dans le système international? C'est-à-dire la structure même du système international, parce que les problèmes sont structurels. Et quand on dit qu'il n'y a pas de sauveur et il faut se sauver nous-mêmes, c'est qu'est-ce que tu fais des problèmes structurels? Le vol des élections et tout ça, là, ils vont encore les faux sondages, la machine, les gens qui croient à ça, et les ordres professionnels qui sont comme à la botte et tout. Qu'est-ce que tu fais pour changer ça? Ils sont tous là encore. Là. On est sortis de la rue, on était dans la rue en 2020-2021. Et là, les ordres professionnels et tous ceux qui nous ont comme mis le pied sur la nuque sont encore là et on a juste été capable de se sauver comme du vaccin nous-mêmes, mais il n'y a rien qui a changé dans la structure, en tout cas au Canada, puis possiblement pas en France non plus. Donc, c'est quoi, là? On va se sauver nous-mêmes, il n'y a pas de sauveur. Aux États-Unis aussi, ils ont essayé pendant des années, ils ont essayé, par exemple, en 2004, de faire entrer Ron Paul à la présidence et ils lui ont fait tout le coup, avec des médias, des faux sondages, etc., fausses rumeurs et tout. Et là, c'est la même chose qui se produit ici. OK? Donc, et là c'est ça, il y a différents types là, d'opérations psychologiques, d'opérations sémantiques pour discréditer des opposants. Hein, je vais laisser ça, là, donc on le mettra peut-être sur Telegram, mais il y en a quelques-uns ici que j'ai. Donc, théoricien de la conspiration, opposition contrôlée, gourou, secte et sauveur. Ça, c'est surtout utilisé par l'État profond pour discréditer tout discours d'opposant. Théoricien de la conspiration, on sait d'où est-ce que ça vient. Ça vient de la commission Warren, les gens qui avaient comment je pourrais dire, doutaient qu'une seule balle puisse avoir fait autant de trous et de la théorie officielle de la commission Warren. La CIA s'est arrangée, a créé une PSYOP, un terme pour ça, qui s'appelle le théoricien de la conspiration pour discréditer toutes les personnes qui mettaient en doute le rapport officiel de la mort de JFK. Et ça, c'est documenté. J'ai ce livre-là à la maison, Conspiracy Theory in America, Lance DeHaven Smith. Et c'est un livre de l'Université du Texas qui parle de ça. Et c'est bien connu que la CIA est derrière ça. Et donc, ici, la CIA qui crée un terme
pour discréditer ceux qui remettent en cause le mensonge de l'assassinat de JFK. Et là, il y a la même chose avec opposition contrôlée. C'est un terme qui est extrêmement controversé, que je n'utilise jamais parce que c'est faire le jeu de l'adversaire. À partir du moment où est-ce qu'on dit lui c'est opposition contrôlée, lui c'est opposition contrôlée, etc., il y a comme de la désorganisation, de la confusion, une baisse d'énergie. Je l'ai déjà expliqué tout ça à l'époque avec Richard Boutry et puis tout ça. Et même si au Québec, je sais qui a de l'opposition contrôlée, je n'utilise jamais ces termes-là pour ne pas justement rentrer dans ce jeu-là. Initialement, l'opposition contrôlée, c'était une opposition contrôlée physique. C'est-à-dire, c'est par exemple Goldstein dans 1984, hein, on pensait que c'était un résistant, le résistant à Big Brother. Finalement, quand, comment il s'appelle déjà, c'est quoi, Smith arrive, Winston Smith arrive et rejoint la résistance, c'est là qu'il se fait avoir parce que la résistance travaillait pour le pouvoir. Et donc, c'est là qu'il finalement, il se fait renvoyer en rééducation et tout. Il faut vraiment lire ce livre-là. Emmanuel Goldstein, c'est pas Goldsmith, c'est Goldstein. Et, et donc ça, c'était de l'opposition contrôlée physique. Lénine aussi a dit la même chose. Il a dit, genre, la meilleure opposition, c'est l'opposition qu'on contrôle nous-mêmes. Donc ça vient beaucoup des communistes, ça. Hein, en 1984, c'est le socialisme anglais. Et Trump utilise aussi des stratégies d'opposition contrôlée, tout avec cette histoire de fausse chicane, que j'ai expliqué dans Trumpologie 101, 102 et tous les web-journaux par la suite, faux chicane avec DeSantis, avec un tel. Mais maintenant, c'est différent. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus nécessairement dans l'opposition contrôlée physique, c'est-à-dire d'avoir une cellule qui est... comprenez ce point-là. Là. On n'a plus besoin d'avoir une opposition contrôlée physique comme à l'époque de 1984 ou de Lénine, etc. On est rendu beaucoup plus sophistiqué que ça. La simple perception d'une opposition contrôlée désorganise le groupe. Et ça, ça ressemble beaucoup à la doctrine Gerasimov ici que j'ai expliquée l'année dernière avec, dans l'entrevue de Mike Benz avec Tucker Carlson, quand Gerasimov avait dit on n'a pas besoin pour défaire une armée en face, on n'a pas besoin de tirer des balles, on a juste besoin de contrôler les esprits des dirigeants, notamment à travers les réseaux sociaux, puis avec des campagnes de propagande, etc. Si la population, finalement, est d'accord avec nous, on n'a plus besoin de tirer des balles. Et là, ils ont pas nécessairement rien fait, mais l'OTAN a commencé à réagir à cette idée-là seulement et a commencé à se comporter de façon dictatoriale, à s'investir dans les élections, comme en Roumanie, etc. Fico, hein, c'est fort probablement des réseaux de l'OTAN, l'assassinat de Robert Fico là, en Slovaquie. Et donc, finalement, Gerasimov va juste formuler une doctrine qui, je ne sais pas s'il y a de l'influence russe ou non. C'est probable que non, je dirais. Là. Mais le simple fait qu'elle a été formulée, c'est ça qui a détruit l'OTAN. L'OTAN, en réagissant comme aussi fortement que ça, c'est finalement autodétruite. Et c'est la même chose maintenant avec l'opposition contrôlée maintenant. Tu n'as qu'à dire... c'est ce que les Français ont fait en Algérie, c'est ce que Lucien Cerise explique ici dans cette vidéo. Les Français en Algérie, l'armée française en Algérie a dit, par exemple, que le FLN, le Mouvement de libération nationale algérien, il y avait une 5e colonne française là-dedans. Et là, le FLN a commencé à dire ah, on est infiltré, puis là, ils ont commencé à s'entretuer. Et donc, le simple fait de dire qu'elle était vraie ou non, je pense que Cerise dit qu'elle n'était pas vraie. Mais le simple fait de le dire, ça crée de la confusion et les gens commencent à s'entretuer. Et c'est ça qui et je vais vous montrer la vidéo de Lucien Cerise, justement sur l'opposition contrôlée et cette trope du pouvoir pour diviser l'opposition, qu'elle soit réelle ou non, là, des notions importantes ici à comprendre. Alors, je vous donne ça. Ça pose la question de l'opposition contrôlée. En fait, ce que l'on voit là avec cet exemple, c'est que l'accusation d'opposition contrôlée fait partie de l'opposition contrôlée. C'est-à-dire qu'en fait, l'opposition contrôlée réelle essaye toujours de lancer des phénomènes de division du groupe ennemi pour organiser l'impuissance de l'adversaire. Donc pour organiser son impuissance, il faut le diviser pour régner. Et donc l'opposition contrôlée va lancer des rumeurs d'opposition contrôlée. Voilà. Donc l'accusation d'opposition contrôlée fait partie en réalité des stratagèmes de l'opposition contrôlée réelle.
Donc, en fait, pour en finir avec ce débat... Donc, vous voyez pourquoi je n'utilise jamais opposition contrôlée, OK? Parce que ça crée tout ce qu'on ne veut pas. La démoralisation, désorganisation, confusion, etc. C'est pas ça que tu veux quand tu te bats. Et donc, c'est quelque chose que j'ai complètement mis de côté, même si on serait capable de régler nos comptes en public. Il y a aussi tout le truc gourou secte qu'on utilise. Ça a été utilisé beaucoup avec moi en 2000, quand les médias n'étaient pas contents avec cette histoire de COVID. J'étais apparemment un gourou, même si je refusais qu'il y ait du matériel Radio-Québec. Là, il y a les tasses, les casquettes, etc. Je voulais pas qu'on soit... J'ai aucun groupe, j'ai aucune organisation, j'ai pas... par exemple, je ne vais pas nommer des organisations parce que sinon, ça va tomber là-dedans, là, mais il y a des gens qui parlent sur Internet puis qui ont comme des organisations. Moi, j'ai rien, je suis tout seul, Au contraire, je pense que ma seule volonté, c'est que les explications et les informations de Radio-Québec s'inscrivent dans une logique de libération des esprits. Moi, je suis plus comme dans le style Bob Marley, là, liberate your mind, emancipate your mind from mental slavery. C'est à peu près ça. J'ai presque pas d'amis. Je peux compter sur... Je vois personne, je participe à aucune... j'ai été tiré contre mon gré dans des manifestations en 2020. Vous le savez tous, comment je suis gêné puis que j'aime pas ça. Et donc, j'évite ça. Mais ça, il faut savoir que c'est une trope, ça. C'est une trope qui est utilisée comme opposition contrôlée, comme théoricien de la conspiration. Ça a été utilisé initialement par les médias, puis maintenant, c'est utilisé dans notre camp pour, encore une fois, faire la même chose que l'accusation d'opposition contrôlée, c'est-à-dire diviser. OK? Donc, et puis finalement, après ça, il y a donc l'appellation de sauveur. Trump n'est pas notre sauveur, Trump n'est pas notre sauveur, etc. Mais finalement, quand tu regardes ce que Trump est en train de faire partout dans le monde, ce qui renverse et l'enthousiasme qu'il génère, la libération de la parole, de la pensée et les changements structurels du système international, c'est la définition, alors qu'on était dans la merde, c'est la définition même d'un sauveur, c'est-à-dire la définition politique et non pas la définition religieuse. J'espère que les gens se sont rendus jusqu'ici dans le Web Journal pour m'entendre dire que c'est pas la religion, c'est pas le sauveur, le Christ, là, ou quelques sauveurs de quelque religion que ce soit, Messie ou quoi que ce soit. C'est pas ça. On parle de la version politique ici. Okay? Donc, il y avait autre chose. Donc, je pense que c'est, en tout cas, ouais, je pense que c'est ça. Pour Sauveur, il y a cette fille ici qui, donc Quantum Leap Traduction, qui a traduit justement, elle a un propos très, très, très articulé, vraiment bien réfléchi sur les pilules noires, ceux qui ne voient rien de bon dans tout ça. Je l'ai fait circuler sur pas mal toutes mes plateformes. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Vous pouvez sauter peut-être cette section, c'est 2 minutes. Mais elle explique très bien justement que ces gens-là ne font que des analyses tape à l'œil, paresseuses et que c'est essentiellement fait pour nous diviser. Je vous la fais écouter. L'as-tu mis? Oui, c'est... Nous avons tous entendu parler de la pilule rouge et de la pilule bleue, et qui pensent que tout est une opération psychologique, que le monde fait partie du contre-espionnage, que tout le monde est une opposition contrôlée. C'est la forme de pensée la plus paresseuse et elle est également le fait de personnes au QI très bas, comme les pilules bleues, parce qu'elles sont incapables d'avoir une pensée critique dans leur tête. J'ai étudié ce que font les agences à 3 lettres et comment elles nous classent en tant qu'êtres humains. Je vais donc vous montrer un graphique en cloche que j'ai créé pour essayer de formuler rapidement les catégories que ces agences à 3 lettres utilisent pour nous classer en tant qu'être humain et déterminer notre orientation. Je vais ensuite vous dire où se situent les pilules noires sur ce graphique. Selon les agences à 3 lettres, il y a donc les endormis, que j'appelle les pilules bleues. Ensuite, il y a les moutons, parce qu'ils peuvent être conduits dans tous les sens. Enfin, il y a les éveillés, que l'on appelle les chèvres. Si vous vous demandez pourquoi des chèvres, essayez donc d'élever des chèvres. C'est très difficile. Les dormeurs, quant à eux, représentent 10 à 20% de la population selon leur degré d'endormissement. Ensuite, il y a les moutons. Ils n'ont absolument aucun ascendant moral. Ils n'ont pas de véritable colonne vertébrale. Ils se laisseront simplement guider par le camp le plus puissant et le plus populaire. Ensuite, il y a les personnes éveillées, soit 10 à 20%, qui savent ce qui se passe réellement, mais qui savent aussi que les choses sont beaucoup plus complexes et profondes que la simple pensée noire et blanche. Maintenant, où se situent ces pilules noires? Ce sont
sont essentiellement des cellules facilement manipulables. Pourquoi les pilules noires sont-elles si faciles à manipuler? Eh bien, premièrement, ils sont émotifs. Deuxièmement, ils ne comprennent pas la complexité du comportement humain et le fait que beaucoup de gens ont du bon et du mauvais en eux. Ils n'ont pas la capacité de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Pour eux, il est beaucoup plus facile et paresseux de tout qualifier de théorie du complot, que tout est mauvais et qu'il n'y a absolument aucune vérité dans quoi que ce soit. C'est de la paresse et un manque de discernement. On va voir avec RFK qu'est-ce qu'il y en est, parce que j'ai RFK comme exemple. C'est très utile pour les agences à 3 lettres, parce que non seulement cela démoralise certains groupes de vérité en les divisant à cause de ces gens, de ces penseurs paresseux, mais c'est aussi très facile pour eux de dire « vous savez, la science n'est pas réelle, tout est faux, etc. » Et ils ne donnent pas vraiment d'explication à quoi que ce soit, essentiellement sur une chose minime avec laquelle ils ne sont pas d'accord. Ils sont juste là pour démoraliser, attaquer certains créateurs de contenu qui essaient de faire émerger la vérité. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sont obsédés et qu'ils s'accrochent comme des parasites à certains créateurs de contenu pour pouvoir les faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que tout le monde est mauvais, que tout est horrible, sachez que vous avez affaire à quelqu'un, pour les agences à 3 lettres, de facilement manipulable, qui n'a pas la faculté nécessaire pour réfléchir à certaines situations et déchiffrer ce qui est... Parce que la plupart des situations sont très complexes. Okay? Et c'est pour ça que c'est difficile d'expliquer les choses généralement, parce que les situations sont complexes et que c'est facile d'y aller avec du tape à l'œil. Ça fait 8 ans littéralement que je démonte des attaques contre Trump, tape à l'œil, tu sais, des vidéos truquées, des montages, des trucs, des affirmations, des unes de journaux. Quand tu regardes, quand tu te grattes, tu vois que c'est plus complexe que ça. C'est pas exactement ce qu'ils ont dit, mais ça fonctionne chez certaines personnes. Et là, donc, avant de passer à RFK, je voulais juste mentionner à quel point j'ai été surpris de voir la quantité de personnes qui avaient vraiment pas compris le dernier web journal. Les 2 derniers, en fait. Regardez un petit peu le genre juste 30 secondes, je sais que vous voulez que je passe à autre chose, mais regardez, tu ne peux pas faire l'impasse sur les effets néfastes de l'injection, nous dit un commentaire. Est-ce que j'ai fait l'impasse sur les effets néfastes de l'élection? Parce qu'on va y aller avec RFK, là, puis... par la suite. Donc, bonjour Alexis, je ne sais pas si tu lis mes courriers, mais j'insiste quand même, estimant que tu peux changer sur les blessures du COVID. Puis là, on m'envoie une vidéo de Pierre Chaillot qui dit exactement la même chose que moi ici. Ça ici, c'est sur Twitter. Je n'étais pas OK avec ton analyse. Personne ne peut nier les milliers de personnes tombées sous l'emprise de l'essai thérapeutique. Est-ce que j'ai nié les milliers de personnes tombées sous l'emprise des essais thérapeutiques? À un moment, on aurait presque pensé que cette analyse protégeait Pfizer. OK. Regardez d'autres ici. Et ça, c'est parmi un déluge de personnes aussi qui ont dit qu'ils avaient compris quand même. Là, il faut donc tous aller se faire vacciner, nous dit cette personne-là. Il faut donc tous aller se faire vacciner. Imagine, des fois, on dirait qu'il y en a qui font exprès là-dedans, qui ne sont pas réellement sincères. Ou bien ici, tu as lu les scientifiques sur la composition de ces produits, et là, il me cite, qui ne provoquent aucune surmortalité. Qui ne provoquent aucune surmortalité. J'ai parlé de la surmortalité, etc. Il y en a d'autres ici. Juste rapidement comme ça. J'ai les nécrologies locales. Il y a une surmortalité, Alexis. Oui, j'ai bien expliqué qu'il y avait une surmortalité. J'ai passé un segment complet là-dessus, mais les gens n'écoutent pas au complet les web journaux, ils écoutent seulement en partie. Et là, finalement, une personne qui m'a écrit des courriels et qui, tu sais, j'ai dit, t'as rien écouté du web journal, j'ai un petit peu été sec. Et là, finalement, elle est allée réécouter, puis elle a dit, ouais, OK, vraiment, c'est 20% sur 10. Sur 20% de 10%, c'est pas... en tout cas, elle revient sur sa position, puis elle dit... J'ai juste regardé 15 minutes de ton dernier web. Et donc, beaucoup des personnes qui ont écouté, qui ont critiqué, ont juste regardé quelques minutes du web. Et ça, c'est déprimant. Et c'est pour ça qu'à la fin du web journal, on va se questionner sur le format à conserver ou non. Parce que j'ai l'impression que c'est comme ça pour beaucoup de sujets. J'ai l'impression que les gens écoutent 5, 10 minutes, 15 minutes. Entre deux, il y a beaucoup de, tu sais, c'est ça, il y a beaucoup d'offres hein, sur Internet. Il faut être pertinent. Et puis, si ça lag un peu... Si, par exemple, je cherche mes mots et puis tout ça, ça se peut que les gens changent de... et regarder quelqu'un d'autre. C'est cruel comme ça, mais c'est la réalité. Et donc, je voulais vous montrer, c'est juste comme si j'ai un clip de Julie Lévesque qui a reçu Bernard Massy finalement. C'est une entrevue très intéressante sur Facebook. Je vous la recommande. Je l'ai partagée sur Facebook où est-ce qu'il revient sur... C'est avec lui que j'ai discuté pour les chiffres. C'est lui qui a été ma source pour Dowd, etc. Et je voulais juste vous faire entendre ça.
soumis? Parce que là, on OK, est parti. on est parti. Vas-y, je t'écoute. Non, mais je te le demanderai plus tard. Il y a Marlène Brousseau qui dit « Hâte d'entendre cette histoire de controverse avec Alexis Cossette-Trudel. » En fait, pour moi, c'est une tempête dans un verre d'eau parce que je lisais les commentaires. « Ah, Alexis, il est devenu pro-vax. » Puis « Ah ouais, Massy, pro-vax. » Là, j'étais comme « Mais non, mais ces gens-là n'écoutent pas. » J'ai écouté les 15 premières minutes, je dirais, du web journal d'Alexis le dimanche passé, où il parle de sa conversation avec toi. Et puis, il dit clairement, ces vaccins-là sont dangereux, c'est scandaleux. C'est les vaccins les plus toxiques qu'on a jamais fait. Ben voilà. Donc, et tu viens de me dire... Oui, tout le monde qui a écouté l'ensemble du web journal comprend que j'ai condamné les vaccins, que j'ai toujours fait ça, que j'ai dit aux gens de ne pas aller les prendre, que c'était... Puis il y avait une surmortalité, j'ai expliqué ça, puis c'est juste que j'ai expliqué l'ordre de grandeur. Tu sais, par exemple, que dans un CHSLD, là, dans un EHPAD, s'il y a 100 personnes dans un EHPAD et puis qu'il y a 20 personnes qui décèdent, c'est une hécatombe. Tu sais, on pourrait dire, il y a eu un hécatombe avec 17 personnes ou 20 personnes. Il y a 20 personnes qui décèdent dans un EHPAD sur 100. Là, c'est une hécatombe, un incendie, là, un hécatombe dans un EHPAD ou hécatombe dans un CHSLD. 22 personnes décèdent sur les 100 résidents. C'est une hécatombe. Ça dépend de ce qu'on entend par hécatombe, évidemment. Et donc, ce qui est important, c'est que ce n'est pas une hécatombe sur la très grande proportion des personnes, 5,5 milliards de personnes qui ont pris, selon les chiffres officiels, l'injection génique, etc. Et là, il y a des personnes qui sont hypersensibles. On me reproche d'être... je vais arriver avec RFK, là. Qui me reproche d'être insensible. Alexis, tu as été insensible, etc. Mais ça a toujours été la position à Radio-Québec. On a toujours on a une perspective de sécurité nationale, une perspective stratégique, comme pratiquement militaire, et on adopte toujours, selon les 3 niveaux d'analyse là, que j'ai expliqué la dernière fois, on adopte toujours la position stratégique. Une position stratégique, c'est une vision d'ensemble. On n'est pas comme sur place, puis j'ai expliqué la différence entre les 3. Si vous aviez écouté le web journal, vous auriez compris. Et donc, mais il y a des personnes qui réagissent ici avec le vaccin exactement comme les autorités réagissaient avec... il fallait que je fasse cette petite mise au point, là. Avec les décès COVID. Tu sais, vos proches qui disaient « un décès, c'est un décès de trop, tous protégés, tous vaccinés, tous protégés, parce qu'un décès, c'était un décès de trop. » Mais là, il y a des gens qui sont comme ça. Imagine si c'était toi qui avais perdu, ou qui sont dans le un décès du vaccin, c'est un décès de trop, etc. Il y a aussi des personnes qui sont un petit peu comme Greta Thunberg, qui disent « ça va être la catastrophe dans 10 ans, il ne nous reste plus que 5 ans à vivre, etc. » C'est comme les trucs avec le climat, c'est l'apocalypse. Moi, je pense pas. Je pense que je suis pas mal certain que dans 10 ans, ça va être exactement comme c'est aujourd'hui. On va conduire sur la rue, puis il n'y aura pas moins de trafic. Okay? Donc, et pour terminer là-dessus, les chiffres qui ont été utilisés, là, c'est un ensemble de chiffres. C'est pas juste un chiffre, puis ça a été utilisé par des chercheurs, par des lanceurs d'alerte comme Dowd. Okay? Ils prennent, par exemple, les réclamations des compagnies d'assurance. Ça, c'est vérifiable. Par exemple, pour des handicaps, là, il y avait comme... quelque chose comme 50 millions par année pour les handicaps. Puis là, tout d'un coup, ça a monté à 55 et 60. Fait que tu prends ces chiffres-là, tu croises ça avec la sécurité sociale, les personnes qui maintenant sont à la maison et puis qui prennent une augmentation. Tu croises ça. C'est pas moi qui ai fait les calculs, là. Puis tu regardes avec la démographie, puis les pics de surmortalité, puis ils sont capables d'arriver comme ça avec des chiffres. OK? C'est pas les chiffres officiels de l'OMS, c'est pas ça. Là. C'est un croisement de différents facteurs qui arrivent à ça. OK? Je répète que la chose importante, ce serait d'arrêter d'utiliser ces injections géniques, ces vaccins-là, ces injections géniques, présentement dans les EHPAD et dans les CHSLD. Et puis le scandale majeur, c'est que les gouvernements et les médias fassent le silence sur ce que je ne fais pas. Là. Je ne fais pas le silence sur la mortalité ni les dommages, c'est que les médecins fassent le silence là-dessus, que les médias et le gouvernement fassent le silence là-dessus. Il est là le gigantesque scandale. Voilà. Passons à RFK maintenant. On parlait des pilules noires. Un petit peu plus tôt, on parlait de... et ça, c'est un cas, par exemple. Maintenant, vous regardez ceux qui sont attaqués, c'est toujours c'est Trump, RFK, etc. C'est ceux qui veulent réellement changer les choses. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Tu essaies de déployer une stratégie médiatique. Les médias, on le sait maintenant, ont de moins en moins d'influence. Donc, qu'est-ce que ça fait? Par exemple, quand les médias ont de moins en moins d'influence, c'est-à-dire que les attaques portent moins et les attaques médiatiques ne vont pas provoquer des démissions ou ça sert plus vraiment à rien. Fait qu'étant donné que ça ne sert plus à rien d'y aller par les médias,
C'est comme les publicités. Les publicitaires maintenant, étant donné que les gens ne sont plus devant leur télévision avec les médias, maintenant, les annonceurs vont sur YouTube. Qu'est-ce qu'ils font pour déstabiliser des personnes comme Trump, RFK, etc.? Ils vont directement placer le produit dans nos têtes en utilisant des personnes à l'intérieur de la dissidence. Et c'est souvent ça qui se passe, c'est que c'est des personnes qui étaient avec nous dans le combat et qui étaient comme sur la ligne qui comprenaient que Trump se battait contre le système, etc. Puis là, tout d'un coup, qui ont entendu, je ne dis pas que c'est difficile de savoir exactement d'où vient le truc, là. Je pense qu'il y a certaines des opérations qui sont payées, organisées. Il y a eu des rencontres, des deals qui ont été entendus, qui ont été conclus avec certains YouTubers, avec certains influenceurs, etc., pour commencer à disséminer ce genre d'informations en échange de ci, de ça. Parce que c'est là que ça paye. C'est quand la base de Trump elle-même commence à perdre confiance, c'est quand la base de RFK lui-même ou elle-même commence à perdre confiance qu'il commence à avoir une espèce de gronde qu'il y a du mécontentement. Et donc, là, il y a cette stratégie de déstabilisation qui est en cours, stratégie de guerre psychologique. Et là, apparemment, comme je l'ai dit en début de Web Journal, RFK serait devenu pro-vax, apparemment, parce qu'il y a comme un mois, des vaccins avaient été autorisés. Là, j'ai vu des trucs sur des pages Facebook complètement disjonctées et délirantes, et je vais adresser ça présentement. Les vaccins auraient été autorisés sur des poulets. Puis là, il a viré sa veste, RFK a viré sa veste. Hein? Là, le truc, c'est que, ou bien, il y a aussi d'autres trucs, là, maintenant, certains médias comme Politico, etc., qui disent que RFK, encore une fois, est un hypocrite puisqu'il détient des actions de Big Pharma. Il détient des actions, lorsqu'il a témoigné devant le Congrès, il a dû rendre public ses avoirs, ses actifs, et dans ses actifs, il y avait des compagnies de Big Pharma. Je sais que je vous déçois, là, mais c'est comme, le gars passe sa vie comme avocat à combattre Big Pharma, des espèces de poursuites de dizaines, voire de centaines de millions de dollars pour obtenir des fois juste les ingrédients des vaccins, les documents comme les résultats de la recherche, etc., que les compagnies cachent. Il a passé toute sa vie, mais le style d'hypocrite, il y a des compagnies, il y a des actions dans ces compagnies-là, ils profitent, puis ils se gavent des deux côtés de la bouche, ils bouffent à tous les râteliers, puis c'est comme... Et donc... il est devenu pro-vax, il détient des actions de Big Pharma, et ça, encore une fois, ce sont des actions de guerre psychologique. Quand on gratte sous la surface, on comprend, et c'est ce que j'ai fait. J'ai passé des heures à regarder ça. Et là, dites-vous pas, là, Alexis va faire n'importe quoi pour défendre RFK, etc. Arrêtez, là, écoutez les arguments au lieu de toute façon, il y a certaines personnes qui ne réfléchissent pas, là, c'est les personnes qui me critiquent, il y a des personnes là, qui sont comme là-dedans aussi. Le même mouvement qui critique Trump avec n'importe quoi, qui critique RFK avec n'importe quoi, va finir certainement par me critiquer en jouant les mêmes stratagèmes, les mêmes jeux. Allons-y premièrement avec les actions de les actions de RFK Junior. Donc, devant le Congrès, on va régler ça une fois pour toutes, voir si... Et là, vous serez les juges, je vais amener des arguments, vous serez les juges pour décider si RFK a réellement trahi. OK? Parce qu'il a des actions dans Big Pharma. Et là, que penser de ça? Qu'as-tu à dire de ça, Alexis? Et donc, je suis allé chercher la déclaration devant le comité de l'éthique, Department of Health and Human Services, David Whitman, qui donne les actifs de RFK et les actifs de sa femme. C'est un document de plusieurs dizaines de pages. Et là, on tombe sur ces actifs, les actions. Et là, je vais vous les montrer ici. Vous avez... il y en a plusieurs. Je ne sais pas par laquelle je vais commencer. Est-ce que je commence par celle-là? Allons-y ici en ordre croissant. OK? Donc, description. Alors, vous avez numéro 1, Dragonfly thérapeutique. Immunothérapie, recherche et développement. Alors, c'est des actions. Donc, il a entre 15 000 et 50 000 $ d'actions dans Dragonfly thérapeutique et ça lui rapporte entre 1 000 et 2 500 par année. Income amount, ça, c'est comme des dividendes, là. Vous voyez, des dividendes. Entre 1 000 et 2 500 par année, ce gars-là fait des millions par année. Okay? C'est un des avocats les plus prestigieux. C'est probablement l'avocat anti-pharma le plus prestigieux.
Il a passé sa vie à gagner des causes contre Big Pharma. Il fait des millions de dollars par année. OK? Vous allez voir d'ailleurs, quand vous regardez les autres, regardez en vert ici, Norton Fund Government Market Fund. Il fait entre, il fait donc, c'est ça, entre 1000 et 15 000, entre 5 000 et 15 000 income amount, entre 5 000 et 15 000 Je pense qu'il a acheté, il a vendu. Il y en a d'autres où est-ce que c'est, par exemple, ça ici, US Bank Account. En bleu, vous avez US Bank Account number 6. C'est un cash account, un compte en banque, le compte en banque numéro 6. Le gars, il a 6 ou 7 comptes en banque, là. Et dans son compte en banque, il a fait entre 15 000 et 50 000 d'intérêt. D'intérêt, juste comme de dividendes. Fait qu'il fait beaucoup d'argent. Vous avez en bas Norton Fund Government Money Market Fund entre 100 000 et 1 million de dollars. Hein? Entre 100 000 et 1 million de dollars en revenus. En tout cas, je vous en montre plusieurs pour vous dire qu'il y a beaucoup de placements, puis il fait des dizaines, des centaines, des millions de dollars avec ses placements. Mais sa pratique de droit, c'est ça qui lui rapporte des millions et des millions et des millions par année. Okay? Maintenant, regardons les fonds pharmaceutiques. Il y en a 3. Il y a 3 compagnies pharmaceutiques. Celle que je vous ai montrée. Non, je l'ai effacé. Donc, Dragonfly. On va la remettre. Ça? Non. Non. Mauvaise planche, j'ai une souris. Où est-ce que je l'ai mis? En tout cas, il y avait Dragonfly thérapeutique. Il y a ici CRISPR thérapeutique. Et il y a ici, la troisième, c'est ça ici, Baker Brothers Life Science. OK? Donc, les frères Baker, Sciences de la vie, frères Baker. Et là, quand vous regardez, et CRISPR thérapeutique. OK? Puis il y en a une troisième, c'est celui-là ici? Non. Il y en a une troisième qui est Dragonfly thérapeutique. C'est celle qui lui rapporte de l'argent. Et vous regardez les deux autres, Baker Brothers Life Science, ça ne lui rapporte rien. Il a entre 1000 et 15 000 là-dedans, c'est-à-dire quelques dizaines, peut-être quelques centaines d'actions. C'est rien. Pour un gars qui est multimillionnaire, quand tu as genre 100 actions d'une compagnie pour peut-être comme 5 000 c'est résiduel. Et income amount, combien il a fait avec ça, c'est rien. None less than 200. OK? Vous l'avez ici. Je les publierai, là. Au bout, income amount, none or less than 200. Rien ou moins que 200 $. Donc, il n'a pas fait d'argent avec ça. Et puis, celui qui est le plus controversé, c'est celui-là ici, CRISPR Therapeutics. Ça, c'est de la compagnie d'édition génétique, le gene editing. OK? Et donc là, tu te dis, fuck, mais pourquoi RFK a des actions là-dedans? Encore une fois, il a quelques centaines d'actions. Je ne sais pas combien ça vaut. Je pense qu'elle vaut 42 $ si j'ai regardé aujourd'hui, là. Donc, peut-être, je ne sais pas, 200 actions, quelque chose comme ça, d'une valeur entre 1000 et 15 000. Et il a fait, au bout de la ligne, rien ou moins que 200 $. OK? Donc, pourquoi quelqu'un... La question à se poser, c'est pourquoi quelqu'un qui fait littéralement des dizaines de millions de dollars par année aurait quelques dizaines d'actions là, pour une valeur de quelques milliers de dollars, 1000, 2000, d'une compagnie d'édition génétique qui ne lui rapporte rien. Il ne fait pas de profit avec ça. Et donc, il ne fait pas de profit avec ça. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que le gars, c'est un avocat, c'est un plaideur, Le gars, sa job, c'est d'être un avocat. Il fait des millions de dollars en poursuivant ces compagnies-là. Et donc, qu'est-ce que ça procure comme avantage avoir les actions d'une compagnie comme ça? Un résiduel d'actions d'une compagnie comme ça. Eh bien, ça te permet, lorsqu'il y a des assemblées d'actionnaires, d'avoir accès aux documents réservés aux actionnaires, c'est-à-dire pour les votes, les trucs comme ça. Il n'y a aucun autre bénéfice à ça. Il ne fait pas de cash avec ça, mais il est un avocat. C'est un avocat pour des poursuites et il ramasse des documents des compagnies. Il n'en profite pas. Il y a un nombre. Sinon, il n'y a aucune raison d'acheter 100 actions
pour comme 3 000 $ d'actions, alors qu'il y a 50 millions, le gars. Là, il achète pour 3 000 $ d'une action d'une compagnie controversée ça pourrait lui rentrer en plein visage. La seule avantage, alors qu'il ne fait aucun profit avec ça, la seule raison pour laquelle il aurait pu faire ça, c'est pour avoir accès à de l'information, accès aux documents réservés aux actionnaires à l'intérieur de la compagnie qui peut lui permettre de poursuivre davantage, alors que s'il n'avait pas accès aux documents d'investisseurs, il n'aurait pas accès à l'information, il ne pourrait pas dire la ligne 33, bien, vous avez dit ça, c'était en proposition de votre assemblée d'actionnaires, monsieur le juge, ils ont proposé telle chose, etc., etc. Okay? Il n'en tire pas profit. Le seul profit qu'il peut en tirer, c'est dans ses procès contre ces compagnies-là, parce qu'il ne fait pas de profit comptant. Il fait un peu d'argent avec la compagnie Dragonfly Therapeutics. Et qu'est-ce que c'est Dragonfly Therapeutics? Vous l'avez ici, Politico. Kennedy invested in biotech company according to disclosure. Donc, il a investi dans les compagnies biotechnologiques et on nous dit c'est quoi la compagnie Dragonfly Therapeutics. Et encore une fois, il ne fait pas grand-chose. Je pense qu'il fait entre 1000, il a fait quoi? 1000, 1500 avec ça. C'est une compagnie, j'aurais dû le traduire en français, là. C'est une compagnie qui produit des médicaments qui augmentent l'immunité naturelle du corps et qui permettent de détruire des cellules endommagées. C'est comme essentiellement, je ne sais pas si vous connaissez un peu, des sénolytiques, comme la fisétine, comme... c'est quoi l'autre? Il y a la fisétine, la quercétine, etc. Okay? De la quercétine, il y en a dans les oignons, etc. Des trucs naturels qui permettent de recycler les vieilles cellules du corps. Quand nos cellules meurent, des fois, elles restent là puis elles produisent de l'inflammation. Mais il faut, quand tu es jeune, ton corps s'en débarrasse rapidement. Mais plus tu deviens vieux, plus ces cellules sénescentes-là restent dans ton corps et produisent de l'inflammation et des problèmes. Et donc, les gens, quand ils avancent en âge, commencent à prendre des suppléments de quercétine, de fisétine, etc. J'en ai ici. Et donc, ils disent littéralement, cette compagnie-là, those drugs, according to Dragonfly, harness the body's natural immune defense to seek and destroy disease cells. Okay, donc, ce ne sont pas des médicaments genre... Ce sont des médicaments qui augmentent la résistance naturelle. Et c'est ce qu'on veut. On en veut des bons médicaments comme ça. Par exemple, vous avez vu ici RFK dans l'avion, la vidéo a massivement circulé, qui prend du bleu de méthylène. On en a parlé à Radio-Québec. Il prend du bleu de méthylène. Et par exemple, pour qu'il y ait des recherches qui montrent que le bleu de méthylène, c'est bon pour stimuler les mitochondries, l'énergie cellulaire, et qu'il y a une multitude de trucs positifs au bleu de méthylène. Il y a des compagnies pharmaceutiques qui font des tests là-dessus. C'est pas Johan Laverdure, le fermier avec ses vaches, qui va faire des tests. C'est qui fait des tests pour vérifier que ça a des effets sur les cellules? C'est des compagnies pharmaceutiques. Et donc, c'est pas tout acheté je veux dire, avec l'eau du bain. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On a besoin d'avoir des endroits avec des fioles puis qu'on teste des produits. Par exemple, moi, j'en ai du bleu de méthylène ici, puis je suis content avant d'en avoir acheté, j'ai regardé, puis il y avait des études qui avaient été faites sur le bleu de méthylène. Moi, je disais, ça vaut la peine. Et puis là, après ça, je me suis dit, puis là, j'ai regardé, il y en a, si tu t'en mets sur la peau, là, ça rajeunit, ça a un effet extrêmement puissant sur le rajeunissement. Fait que là, j'ai acheté ça ici, un sérum bleu de méthylène, Face and Hand Serum. Là, vous voyez, il y a comme du bleu de méthylène dedans. Ici. Là, c'est un petit peu bleu, puis là, tu t'en mets sur le visage, puis ça rajeunit. Là, il y a des études, évidemment, c'est des compagnies pharmaceutiques qui ont fait ça. Dans le cas ici, c'est Renew by Science. Renew by Science, ils font aussi du NMN. Renew by Science, du Pure NMN. Du NMN, c'est un extrait de brocoli qui augmente encore une fois l'énergie cellulaire et qui permet de réduire les signes du vieillissement parce que j'ai plus 20 ans et je vous en avais parlé d'ailleurs il y a à peu près 2 ans du NMN. J'en prends depuis, ça fait à peu près 2 ans que je prends du NMN. Et ce sont les travaux du biologiste David Sinclair. Il m'a beaucoup inspiré, David Sinclair de Harvard,
qui a montré justement que le NMN pouvait, à différents niveaux, réduire les signes du vieillissement. Et si vous êtes intéressé par le NMN, je vous invite à regarder ce reportage de PBS, par exemple de NPR, National Public Radio, la quête pour ralentir, arrêter et même renverser le vieillissement avec du NMN, qui n'est pas un produit chimique, là, ça existe sous forme naturelle dans les brocolis. Et donc, c'est des travaux de David Sinclair qui montrent que cet extrait de brocoli-là a un effet extrêmement positif sur les cellules et qui permet un certain rajeunissement, en tout cas, voilà, ou de retarder le vieillissement, etc., etc. Puis, il y a justement cette explication de 2 souris. À une souris, ils ont donné du NMN. C'est des souris jumelles. Une souris, ils ont donné du NMN, l'autre, elle a vieilli, elle a pris de l'eau ordinaire. La souris qui a pris du NMN, elle avait encore sa fourrure toute noire, alors que l'autre avait des spots blancs puis commençait à vieillir. Elle avait tous les signes du vieillissement. Et l'autre, justement, avait un vieillissement retardé. Donc, c'est pas parce que tu as des investissements dans des compagnies pharmaceutiques que c'est nécessairement mauvais. Encore une fois, David Sinclair fait de la recherche en pharmacologie, c'est un biotechnicien. Et donc, il faut faire attention. OK? Il faut faire attention. Pourquoi? Et il y en a d'autres, hein, je veux dire, par exemple, ça ici, Tonkatali, je prends ça des fois avant d'aller au gym, ça aide avec la testostérone, c'est naturel, c'est une plante asiatique. Il y a des études qui ont fait ça, puis il y a des compagnies qui en vendent. C'est pas parce qu'il y a des éprouvettes puis que c'est nécessairement mauvais. OK? Alors donc, c'est un faux procès qu'on fait à RFK là-dessus. Ils ne tirent pas profit de ces investissements extrêmement minimes dans les compagnies pharmaceutiques et dans notamment CRISPR et Baker. Et ce que ça lui permet d'avoir, ce sont les conventions d'actionnaires, les packages de propositions aux actionnaires. Il a accès à ça et ça lui sert dans ses procès. OK? Ça, c'est une chose. Après ça, on l'a accusé d'être pro-vax parce qu'il avait autorisé finalement le vaccin pour la variole au Mexique. On a cité notamment un éditorial de RFK Junior où il disait allez prendre le vaccin, etc. Encore une fois, j'ai déjà expliqué que alors qu'il était un avocat, un litigateur, il arrivait avec une série d'études qui montraient que c'était pas bon. Mais là, quand tu arrives au gouvernement, tu as tout l'establishment qui dit oui, mais nous avons genre 156 études, nous, qui montrent que c'est efficace puis que c'est pas dangereux, etc. Alors, tu arrives là, puis là, pour pouvoir défaire le 156 études de l'establishment médical qui dit que c'est pas dangereux, tu dois établir un nouveau protocole pour montrer qu'il y a des défaillances dans le système de rapport des dommages médicaux. C'est ça qu'il est en train de faire. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a le fait que ce qu'il a écrit dans son article, encore une fois, que les pilules noires ont fait comme exactement ce que le fait a dit. Là. Ils n'ont juste pas regardé. Ils ont été paresseux. C'est du tape à l'œil. Dans l'article, il va très, très, très loin dans les alternatives au vaccin. Alors oui, il dit, bon, prenez le vaccin. Robert Kennedy Jr., Measles outbreak is call for action to us all. Ça, c'est le truc. Et là, il dit, ça, c'est la partie qui lui a été reprochée. Les vaccins protègent non seulement les enfants contre la rougeole, mais contribuent également à l'immunité communautaire, protégeant ainsi ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales. Ça, c'est donc... Et là, probablement, c'est ça, il y a l'establishment qui a 150 000 études qui montrent que la rougeole... Mais après, il continue, OK? C'est la partie qui est intéressante et c'est ça qu'on n'a jamais vu par la suite. Et c'est ça qui est l'apport intéressant de RFK au débat, c'est ça ici. Hein? Il est également de notre responsabilité de fournir des recommandations actualisées sur les traitements disponibles. Et là, il va nous offrir une panoplie de nouveaux traitements et donner des informations très intéressantes qu'on n'entendait jamais auparavant. Donc, le CDC a récemment actualisé ces informations sur les vaccins et la rougeole. Donc, et leurs recommandations préconisant l'administration de vitamine A sous supervision d'un médecin, bien sûr, pour les personnes présentant une infection légère, modérée ou grave. Des études ont montré que la vitamine A peut réduire considérablement la mortalité due à la rougeole. Et donc, le vaccin n'est vraiment pas nécessaire puisque la mortalité de la rougeole était déjà basse. Elle était déjà basse. Et là, en plus de ça, en prenant de la vitamine A,
vitamine A réduit considérablement la mortalité. Ici, il rappelle les faits que les vaccins il déconstruit complètement la propagande médiatique en rappelant que les vaccins n'ont rien fait pour réduire la mortalité de la rougeole, contrairement à la propagande médiatique. Il dit ici, des dizaines de milliers de personnes mouraient de la rougeole au 19e siècle. En 1960, avant l'introduction du vaccin, les améliorations en matière d'hygiène et de nutriments avaient permis d'éliminer 98 % des décès dus à la rougeole. Et donc, le vaccin n'y est pour rien. C'est l'alimentation, la nutrition et l'hygiène. Puis là, après ça, il dit 98 %. Puis là, pour le petit pourcentage qui reste, il y a la vitamine A qui réduit encore plus le taux de mortalité. Une bonne nutrition reste une bonne nutrition. Écoutez ça, une bonne nutrition reste la meilleure, pas le vaccin, une bonne nutrition reste la meilleure protection contre la plupart des maladies chroniques et infectieuses. Les vitamines A, C, D, ainsi que les aliments riches en vitamines B12, C et E devraient faire partie de notre alimentation équilibrée. Qu'est-ce qui reste pour le vaccin, là? Tu lis l'article et tu dis, il ne reste plus rien comme justification du vaccin. Après ça, il continue. C'est pas celui-là ici. Il dit, donc, face à cette épidémie... Non, c'est ça. Bon, essentiellement, c'est ça. Ça, c'est redondant. Donc, vous voyez, alors que les gens comme l'accusent d'être devenus pro-vax, ça sort de où, ça? Il dit, les vaccins n'ont rien fait pour réduire drastiquement le truc. Après ça, il dit, une alimentation est la meilleure défense contre la rougeole, etc. Puis finalement, la vitamine A réduit considérablement. Fait que finalement, les vaccins sont justifiables pour 0,01 % de la population qui, quand même, là, voudrait quand même, là, M. Gingras, là, voudrait quand même prendre son vaccin contre la rougeole, ou un enfant, là, il voudrait quand même faire vacciner son enfant parce qu'il n'est pas certain. On ne lui enlèvera pas le vaccin, mais il a donné toutes les justifications pour ne pas le prendre. On s'entend? Et il n'y a jamais personne qui a fait ça auparavant. Il n'y a jamais personne qui a fait ça auparavant. On va terminer avec ça ici. C'est la dernière nouvelle du Web Journal. Encore une fois, il y a un mois, on autorisait... Et donc, tout ça vient d'apparaître sur le radar. Ça n'avait jamais été là avant lui. Et il fait ça contre l'establishment médical, avec toutes les choses qu'il fait contre l'establishment médical, y compris faire augmenter la conscientisation sur l'autisme, etc., etc. Bon, OK? Donc, mais il a retourné sa veste, les hosties de pilules noires, il a retourné sa veste, il est devenu pro-vax. Je ne devrais pas faire des faces comme ça. Ça me discrédite. OK. Parce que je m'excuse, mais c'est parce que je suis là-dedans tout le temps. Là. Tu sais, je suis comme... C'est ma job, je suis là-dedans tout le temps. J'ai les deux mains dans le cambouis, là, puis je les vois, les commentaires, puis la bile des gens, puis c'est comme... Alors que ça n'a jamais raison d'être. Puis c'est comme ça depuis 8 ans avec Trump, puis ça n'arrête pas. Donc, vous avez ici, on va terminer avec ça, vous aviez ici je vais essayer d'être plus professionnel, OK? Une nouvelle qui disait il y a un mois, US conditionally approves vaccine to protect poultry from avian flu. Et là, ils sont encore une fois, les anti-vax carabinés, là, disons-là, les extrémistes, sont encore montés au créneau en disant que fait RFK? Un mois après son arrivée, il est encore des vaccins, ils vont vacciner tout le bétail, etc. C'est pas celui-là, c'est ça ici. Et là, quand tu lis l'article, tu te rends compte que c'est pas le Department of Health and Human Services de RFK, c'est le USDA, c'est le département de l'agriculture. Et donc, c'est pas du domaine de RFK, les vaccins dans les poulets. Hein? US conditionally approves vaccine to protect poultry from avian flu. Il faut comprendre qu'il y avait... Depuis 2022, il y a comme énormément de poules qui sont affectées par une espèce de grippe aviaire. Et la stratégie de l'administration précédente, c'était faire de l'abattage en masse. Il y en a des dizaines, voire des centaines de millions de poules qui ont été abattues. Ça fait en sorte que le prix des œufs a triplé aux États-Unis. Et là, c'est un aliment de base, et là, ils veulent donc faire en sorte que les prix des œufs redeviennent achetables. Et donc, il faut arrêter d'abattre en masse. Et là, une des façons, c'était, le département de l'agriculture avait dit, on va les vacciner avec quelque chose. Là, donc, et là, les gens disent RFK a encore une fois retourné sa veste. Mais là, évidemment, ce n'était pas RFK, ce n'était pas de son ressort. Et il le dit ici, RFK met en garde contre la vaccination des poulets contre la grippe aviaire.
Le secrétaire américain à la santé et aux services sociaux, Robert F. Kennedy, a déconseillé de vacciner les volailles dans le contexte d'une épidémie de grippe aviaire qui a provoqué une forte augmentation des prix des œufs ces derniers mois. Dans une interview accordée à Fox News, Kennedy a déclaré que sa principale préoccupation concernant l'administration des vaccins aux poules pondeuses était que le vaccin n'offrait pas une protection complète contre la grippe aviaire. Et toutes mes agences déconseillent la vaccination des oiseaux car si vous vaccinez avec un vaccin fuyant, en d'autres termes, un vaccin qui ne fournit pas d'immunité stérilisante, qui ne protège pas absolument contre la maladie, vous transformez ces troupeaux en usines à mutation avec des variants, etc. Et donc, il dit dans son entrevue à Fox News avec Sean Hannity que la vaccination de masse crée des variants et que la vaccination de masse n'est jamais nécessaire. Et tout ça conjointement au fait qu'ils sont sortis de l'OMS, etc., etc. Puis il y a encore des hosties de raisins qui disent qu'il a retourné sa veste, Alexis, tu comprends pas? Voilà, donc... il faut aller, encore une fois, contrairement aux pilules noires qui sont toujours dans le tape à l'œil, là, il faut aller dans les détails, il faut lire, quand tu regardes un sujet, il faut lire qu'est-ce qu'il dit exactement. Il faut savoir que ce n'est pas le département de RFK qui proposait la vaccination des poulets. En premier lieu, puis après ça, genre, quand lui prend la parole, ben, il dit quelque chose là-dessus qui est totalement en accord avec le fil conducteur de toute sa pensée depuis des décennies. OK? Puis que l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire la production de molécules ou de composés ou d'extraits, quoi, ça, c'est de la vitamine B, de la B12. On ne le voit pas, il y a le glare. La vitamine B12, tout ça, c'est des ça, avec du testage, etc., c'est des compagnies pharmaceutiques. Il y a une possibilité d'aider l'émancipation humaine, la santé humaine, si c'est bien fait avec des gens qui ont des bonnes intentions. Il y a des gens qui critiqueront David Sinclair. Encore une fois, il n'y a jamais personne qui est hors de toute critique, mais c'est comme, vous comprenez ce que je veux dire. À moins qu'on veuille vivre comme des Quakers, on est capable faire de la recherche et puis d'avoir des procédés qui augmentent la longévité humaine. Il y a plein de... Aux États-Unis, c'est gigantesque, ce que ça s'appelle la communauté de la longévité aux États-Unis. Là, je lis beaucoup et je regarde beaucoup de vidéos de ça. Par exemple, il y a des gens qui sont allés chez Joe Rogan. Sinclair est allé chez Joe Rogan. Il y a plein de personnes qui sont allées chez Joe Rogan expliquer ça. Notamment qui parlent du jeûne, entre autres. Mais il y a aussi des trucs comme les molécules, comme le NMN et tout ça. Et ça prend du testage et ça se fait dans des compagnies pharmaceutiques et tout. Voilà. Donc, que les compagnies, là, j'espère que les gens se sont rendus jusqu'au point où est-ce que je vais dire ça, que les compagnies pharmaceutiques corrompues disparaissent ou qu'elles soient poursuivies en justice, que leur PDG aille en prison, etc. Oui, mais genre, est-ce que c'est une bonne idée nécessairement de se couper de cet outil-là qui pourrait comme aider de la recherche biomédicale sur des trucs comme le NMN ou des trucs comme ça? Genre, je ne sais pas qui voudrait vraiment se couper de ça, là, retourner à l'âge de pierre et puis genre mourons à 40 ans, tu sais, de la peste bubonique. OK, je pense que vous avez compris. Donc, essentiellement, faites attention, ils n'ont pas réussi. Trump est, à mon sens, à moins qu'on arrive avec quelque chose de complètement tordu, remplit complètement la définition d'un sauveur, c'est-à-dire un homme providentiel qui accomplit ce qui était potentiellement impossible à accomplir, qui était perçu comme impossible. Il réalise l'impossible. Il y a une stratégie de la part de l'establishment qui n'utilise plus les médias pour le déstabiliser. Il y a une stratégie de la part de l'establishment d'infiltrer plutôt les gens qui étaient naturellement pro-Trump pour leur pirater le cerveau, comme dit Yuval Noah Harari. J'avais sa photo à quelque part ici. Et donc, alors que la plupart des attaques contre soit Trump, Kennedy ou d'autres, y compris votre humble serviteur, sont souvent le fruit de ces pilules noires qui sont là pour jeter du découragement et puis faire des critiques indues, alors que quand on va dans les détails puis on essaie de réellement comprendre, ils n'essaient pas de réellement comprendre. Là. Quand on essaie de réellement comprendre, il n'y a pas de justification pour tout ça. Okay? Même chose avec RFK, voilà. Donc, ils essaient d'éviter l'effet domino et la façon de l'éviter l'effet domino, c'est plus avec les médias mainstream maintenant, c'est en soudoyant les gens à l'intérieur de notre propre camp. Voilà. C'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui.
Je vous laisserai peut-être avec une vidéo de RFK Junior qui dénonce la tyrannie. Rappelez-vous, il est allé en Europe, il était allé sur toutes les tribunes pour dénoncer la tyrannie COVID, la façon dont il nous manipulait nos cerveaux pour nous faire accepter l'inacceptable, etc. Cet homme-là est un homme exceptionnel et il a essayé, les médias ont essayé par toutes les façons, par toutes les façons, par tous les moyens de le discréditer et ça n'a pas fonctionné. Il est maintenant nommé et donc, qu'est-ce qu'on fait? On mène une guérilla à l'intérieur même de ses appuis potentiels. Honte à ceux qui participent à ça sans réfléchir deux fois. Regardez ici, il est devant un damier, un échiquier, ça doit être un franc-maçon. OK, voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Alors, encore une fois, je ne sais pas où j'ai mis mes plates. Vous savez comment nous aider. On fait ce travail de recherche-là. Si on n'avait pas l'appui des gens, le soutien, même financier des gens au Web Journal de Radio-Québec, on n'aurait jamais le temps d'aller dans les détails. C'est ça la différence entre quelqu'un qui radote n'importe quoi, puis qui fait partie des Black Pills, puis qui est juste là pour démoraliser, puis quelqu'un qui va chercher l'information, qui va fouiller l'information, puis qui vous trouve des réponses aux questions que vous avez. Ça, c'est votre humble serviteur. Et donc, j'ai parlé vite, ce web journal-là, mais donc c'est ça, c'est une façon de nous aider, c'est toujours le moins bon moment. Une façon de nous aider, vous savez, vous connaissez, on laisse les liens en référence avec le sociofinancement par carte, par chèque, par virement Interact. Ça nous permet de faire cette recherche-là qui est essentielle et de continuer à mener ce combat pour, moi, je dirais, la libération de l'humanité, la défaite des mondialistes. Ça se fait avec ça se fait avec une information de qualité et précise et du raisonnement critique. Voilà. Merci, merci tout le monde. OK. Ma santé, j'ai encore une fois, c'est un test, justement, la santé. Si j'avais pris le Vax là, et que j'avais eu mon problème de surrénal, comme j'ai annoncé, je pense que c'était en septembre dernier ou en octobre, si j'avais eu mon problème de surrénal, j'avais pris le Vax, tout le monde aurait dit, Alexis, t'as pris le vaccin, c'est le vaccin. Ouais, il y aurait comme eu, immédiatement, on m'aurait immédiatement tagué genre dommage du vaccin. Même chose en 2018, je me suis retrouvé à l'hôpital, j'ai manqué 3 web journaux, j'avais je ne vais pas rentrer là-dedans, un virus extrêmement bizarre. Ils n'ont jamais su exactement c'était quoi. Ils savaient c'était quoi la famille du virus. C'était potentiellement un empoisonnement, je ne sais pas trop quoi. J'ai jamais été malade comme ça. J'ai été sur respirateur aux soins intensifs. Si ça s'était produit après le Vax, ça aurait été catégorisé Vax, mais ce n'était pas le cas. Et donc, il faut faire attention avec l'attribution de causalité. OK? Voilà. On doit savoir que c'est ça qu'il y a un peu de ça à Radio-Québec, c'est-à-dire qu'arrêter de sortir de la peur et des raisonnements catastrophistes. Là. Présentement, à Montréal et au Québec, là, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes qui font du sport puis que ça va bien, etc. Et il n'y a pas de vidéos genre 3 par semaine de petits garçons qui s'effondrent au hockey. Puis, généralement, ça va bien. Là, il n'y a pas de... Et donc, apprenons à respirer un peu. Le printemps arrive et puis, on a... En tout cas, je ne vais pas recommencer parce que sinon, les gens vont revenir aussi. Mais de toute façon, ils ne se sont probablement pas rendus jusqu'à ce moment-ci du Web Journal. Ceux qui écoutent juste 5 minutes pour pouvoir critiquer, tu sais, la gang là, qui écoute 5 minutes pour pouvoir critiquer, qui n'aiment pas le titre, là, fait que là, ils vont juste comme écouter 5 minutes pour pouvoir avoir quelque chose à dire. Oui? Et donc, c'est ça, finalement, c'est ça. On n'a pas eu cette discussion-là sur le format du Web Journal. Je suis en train de réfléchir parce que il y en a eu quand même pas mal de personnes qui me disent « Comment oses-tu nier la surmortalité? » Ouais. Et donc, il y a quelqu'un sur Twitter qui disait peut-être des clips de des 10-15 minutes, c'est plus facile à digérer. Les gens gardent l'attention. 1h30, là, il n'y a personne qui a de l'attention pour 1h30. Et donc, je ne sais pas, je suis en train de... C'est comme rappelez-vous, les questions-réponses du public. On a arrêté ça parce que les gens ne préféraient pas. Et donc, j'essaie toujours d'améliorer le format. Et je suis en train de réfléchir à ça. Là. Un web journal d'1h30, c'est peut-être trop. Il y a trop d'informations, il y a trop de nuances. Les raisonnements qu'on fait à Radio-Québec sont trop nuancés. Des fois, prennent une demi-heure avant d'aboutir. Puis là, tu prends 5 minutes là-dedans, puis tu fais ton commentaire, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. OK?
On en reparlera de toute façon. Je ne fais pas ça. On n'est pas sur le point de changer, là, mais je commence à réfléchir. All right. On se donne rendez-vous. On a dépassé l'heure et demie. On se donne rendez-vous pas cette semaine, je pense, mais à moins qu'il y ait quelque chose de gros. Sinon, le dimanche prochain pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut la gang. Salut les téméraires qui se sont rendus jusqu'à la fin. Ciao.